Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Sans filtre. Aujourd'hui, nous allons parler d'affiliation SEO, de dropshipping SEO et de bien d'autres sujets. Que vous soyez novice ou déjà initié, cet épisode est fait pour vous éclairer sur le sujet. Nous allons donc échanger avec Affi SEO qui possède une expertise dans le domaine du référencement naturel et du marketing d'affiliation. Let's go! Du coup, aujourd'hui, on est avec Romain de Affi SEO. Et donc, on a peut-être des petites questions à lui poser. Donc, pour le standard, la petite présentation, si tu veux bien te présenter, Romain. Ouais, bien sûr. Alors déjà, salut Antoine, salut Mehdi, merci pour l'invitation. Moi, pour me présenter, en gros, je me suis lancé sur Twitter il y a un peu plus d'un an. C'est surtout que de là que j'ai un peu de trafic qui me connaît, on va dire. Je suis dans le SEO depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Ça fait 2 ans et demi que j'ai découvert le SEO un peu par hasard. Depuis, je me suis mis à fond là-dedans. J'étais avant stagiaire expert comptable. J'ai quitté mon taf pour me mettre à plein temps depuis 1 an et demi aujourd'hui. Et voilà. Et aujourd'hui, mon business, en gros, c'est de l'affiliation, c'est de la vente de formation et c'est de l'e-commerce. Ok, super. Justement, en plus, on allait te demander depuis quand tu étais dans le domaine de l'entrepreneuriat. Du coup, ça fait 1 an et demi, c'est ça? Ça fait un peu plus. En gros, ça fait 1 an et demi que je suis à temps plein. Enfin, même un peu plus qu'un an et demi maintenant. Ça fait depuis mai ou juin 2021. D'accord. Et ça fait depuis juillet 2020, mai 2022, et ça fait depuis juillet 2021 que j'ai découvert tout le SEO, et après tout ce qui a découlé par la suite, quoi. Ok, ouais, très bien. Et du coup, est-ce que tu avais l'envie d'entreprendre plus jeune ou comment ça s'est passé un peu la transition entre ton travail et d'être à ton compte entièrement, donc d'être entrepreneur? Ouais, alors moi, mon histoire, elle est un peu particulière. Ça fait, en fait, je faisais de la compta depuis quand même assez longtemps, et j'ai toujours détesté ça. Donc à chaque fois, je cherchais un peu comment m'échapper de la compta, etc. J'ai beaucoup joué au poker avant. Et en gros, en janvier 2020, j'avais gagné à peu près 30 000 € en 2 jours. Du coup, j'avais quitté mon travail. Du jour au lendemain, j'ai arrêté la compta pour essayer d'être joueur pro de poker pendant 1 an. Il y a eu le Covid, le confinement, etc. qui est passé par là, donc ça n'a pas fonctionné, donc je suis reparti en compta. Mais j'avais toujours l'idée de trouver un moyen d'en sortir. J'avais déjà essayé à une époque de monter un site de dropshipping parce que j'avais vu des pubs là-dessus, mais sans rien comprendre, donc j'avais pas vraiment fait. Et puis le jour où j'ai découvert le SEO, là, je me suis dit, enfin un truc qui m'intéresse, qui a l'air sérieux, etc. Je vais tout faire pour quitter la compta et me lancer là-dedans. En fait, c'était pas vraiment l'envie d'entreprendre au début, mais plus l'envie de ne surtout pas faire un truc qui me plaisait pas toute ma vie. Et j'étais toujours un peu débrouillard à chercher à droite, à gauche qui pouvait être intéressant, sans jamais me lancer. Et le jour où j'ai eu ce déclic, let's go, quoi. Ouais, je pense qu'on a tous cette envie-là de... En tout cas, pour notre part, c'est clair que on confirme clairement ce que tu dis. Et moi, je suis toujours dans le salariat et je cherche... c'est un peu cette porte de sortie, tu vois. Ouais, c'est exactement ça. Je comprends. Moi, tu vois, j'ai été dans le salariat du coup pendant quasiment 1 an, je crois, en parallèle. Et c'est vrai que c'est difficile parce que tu bosses le midi, tu bosses le soir, tu bosses le Ouais. week-end. Mais bon, après, d'un côté, tu sais pourquoi tu le fais aussi. Et je trouve que limite, en fait, ces moments où tu travailles sur tes business, t'as pas l'impression que c'est du travail. T'as l'impression limite de commencer ta vraie activité et que le reste de la journée, c'est alimentaire. T'es un peu obligé de le faire. Mais tu Complètement. sais pourquoi tu fais ça, quoi. Ok, super intéressant. Et du coup, est-ce que tu as eu peur de faire ce changement? Non, j'ai pas eu peur parce que je me suis dit, au pire, j'ai vraiment rien à perdre, tu vois. C'est vraiment le truc que j'ai envie de faire. Je sais qu'il y en a qui réussissent, je sais que ça peut marcher et donc je vais tout faire pour que ça marche. Et au pire, si ça marche pas, je retournerai en CDI quelque part. C'est vraiment ça que je m'étais dit. Pas forcément en compta parce que ça, je comptais vraiment en sortir, mais je m'étais dit des boulots, il y en aura partout. En me mettant à fond dans cette activité, même si ça prend pas, je pourrais toujours essayer de faire du freelance. Et si j'y arrive pas non plus, j'arriverai toujours à m'en sortir pour retomber avec tous les trucs que j'aurais appris pour faire du SEO dans une boîte ou quoi que ce soit. Bien sûr. Donc ma réflexion, c'était plutôt vas-y, tente, et puis tu verras bien si ça marche ou pas. Mais dans tous les cas, si tu tentes pas, tu vas rester en compta et tu seras pas heureux, donc autant essayer, quoi. Mais du coup, il te restait un petit peu des économies suite à ta perf au poker?
Oui, j'avais encore un peu d'économie et puis je commençais quand même à avoir mes sites qui rapportaient de quoi vivre, on va dire. Donc c'était pas, enfin je roulais pas sur l'or quand j'ai quitté mon travail, mais j'avais déjà un peu des revenus que je pouvais sortir tous les mois pour Oui, l'utiliser, quoi. t'avais de quoi devoir venir un petit peu pour si ça stagnait un petit peu, que t'avais pas les résultats tant attendus. T'avais quand même une pression, je pense, ce qui est bon aussi d'avoir une pression pour avoir la rage, mais t'avais un petit peu de quoi voir venir quand même. Voilà, exactement. En fait, j'étais, on va dire, assez sûr de moi et en même temps, je pouvais me le permettre pendant plusieurs mois. J'étais assez tranquille à ce niveau-là. Donc c'est ce qui m'a permis de franchir le pas aussi. D'accord, d'accord. Et à cette période, tu t'es pas mal formé, je suppose, en SEO. Alors oui, au début, quand j'ai découvert le SEO, je me suis beaucoup formé. J'avais un ami à moi qui était vachement dedans depuis pas mal d'années, qui m'a beaucoup aidé sur mon premier site et qui était toujours en train de m'assister. Et du coup, j'ai eu cette formation un peu privilégiée avec lui. Plus de mon côté, j'apprenais beaucoup. Je sais que quand j'ai commencé, j'ai pris le livre d'Olivier Andrieux, j'ai fait des fiches dessus, etc. Donc j'ai vraiment assimilé, on va dire, les bases du SEO assez rapidement. Et j'étais en perpétuelle recherche de me former sur plusieurs sujets, mais ça s'est vachement accentué, je trouve, depuis que je me suis mis sur Twitter, où j'ai découvert beaucoup d'autres choses, parce qu'à la base, moi, c'était vraiment, je fais du SEO, je fais mes sites d'affiliation, j'ai des références, et puis c'est tout. Et en fait, je trouve que j'ai appris beaucoup d'autres domaines depuis, et maintenant, je cherche vraiment à progresser sur beaucoup d'axes, et notamment, quand tu fais du e-commerce, t'es un peu obligé, parce que ça touche à beaucoup d'autres axes que juste l'affiliation, ce qu'on fait avec le SEO. Et je suis en train de me former tout le temps. Et je pense que c'est ultra important et que je le faisais même pas assez à l'époque, même si j'ai quand même appris tous les trucs de mon côté. Donc à ce niveau-là, ouais, mais j'allais pas assez loin quand même par rapport à Ouais, aujourd'hui. après, je pense pas que tu as eu tort non plus, qu'il faut aussi passer à l'action. Ça t'a permis d'avoir des résultats assez rapidement et avoir le parcours que tu as eu aussi. Voilà, exactement. Même si au début, ben, je faisais plein d'erreurs sur mes sites, mais c'est comme ça qu'on apprend aussi. Donc je pense que c'est nécessaire. Ouais. Ok, ok. Est-ce que j'allais te demander avec qui tu t'es formé dans les personnes un petit peu connues ou moins connues, mais du coup, tu m'as donné la réponse et tu avais une personne qui pouvait, entre guillemets, sans que ça soit péjoratif, t'assister ou t'aider vraiment dans tes problématiques. C'est ça. Voilà, c'est exactement ça. En fait, j'ai pas eu la nécessité d'aller voir des personnes connues, parce qu'en plus, je connaissais personne. Tu vois, moi, quand j'arrivais dans le milieu, j'ai vu une pub YouTube, je connaissais pas Twitter, je connaissais pas les formateurs sur YouTube, donc je savais même pas. En fait, je connaissais même pas tout ce monde parallèle de l'infoproduit, d'infopreneur, etc. Donc, c'était vraiment par moi-même que j'ai appris. Et heureusement qu'il y avait cette personne qui m'a beaucoup aidé. Cette personne avait vu beaucoup de formations, elle avait beaucoup fait de choses sur Internet. Et donc, ça m'a été hyper utile, quoi. Et est-ce qu'elle est connue ou c'est quelque chose que tu gardes Non, pour toi ou c'est elle non, est c'est peut-être pas pas connue c'est dans le pas monde quelqu'un de connu. de l'entrepreneuriat, non? Ok. C'est pas quelqu'un de connu. Ok, super, c'est grave intéressant. J'ai l'impression qu'on a un peu tous ce cheminement quand on commence en tout cas dans une catégorie qu'on a choisie pour pouvoir entreprendre. Ouais, Et carrément. De toute façon, t'es obligé d'avoir assez d'envie de le faire et d'apprendre continuellement, parce que sinon tu peux pas réussir, sinon c'est pas possible. Tu peux pas être motivé tous les jours à te lever quand t'es seul chez toi, quand t'es seul quand tu vas au coworking, quand tu as ton bureau, si jamais t'as la chance d'avoir après un bureau, etc. Tu peux pas avoir la motivation si t'as pas assez d'envie et que ça te plaît pas assez, que t'es pas assez passionné pour toujours aller plus loin là-dedans, quoi. ouais, je suis bien d'accord. Qu'est-ce que tu as accompli en termes de projet, du coup, jusqu'à présent, si on parle de la partie SEO? Alors, en pur SEO, ben alors moi à la base que j'ai commencé vraiment avec des sites d'affiliation type MFA. Euh, Tu peux expliquer du mais coup MFA ce que c'est? ouais, MFA en gros, ce sont des sites d'avis de produits destinés à faire de l'affiliation vers Amazon, où tu vas recommander un produit en faisant un site qui tourne autour de cette thématique, et que quand quelqu'un va cliquer sur le lien de ton produit sur ton site, il va être redirigé vers Amazon en D'accord, l'occurrence, et s'il achète le produit, tu prends une commission. Donc on d'accord. parle de MFA de base parce que c'est vraiment destiné à Amazon. Mais moi, quand j'ai commencé, j'ai pas fait du Amazon. Après, on appelle ça MFA communément, mais j'avais pris une autre régie d'affiliation. Ok, Et ce que j'ai un peu accompli malgré moi, c'est que comme je savais pas toutes les personnes, tous les formateurs, toutes les façons de faire, etc., j'ai vraiment fait par moi-même. Et j'ai un peu mis en place une structure de MFA qu'on n'a pas l'habitude de voir, de site d'affiliation, avec une structure d'affiliation dite e-commerce. Aujourd'hui, c'est un peu le truc qu'on a démocratisé en appelant ça comme ça sur Twitter. d'accord. Mais malgré moi, voilà, j'ai un peu créé ça. J'ai un site qui s'appelle intercom-moto-avis.fr
J'en avais parlé dans House of Business de Romain Pirotte. J'ai fait un e-book dessus. Et c'est vraiment cette structure de site que j'ai un peu mis au point et qui vraiment va beaucoup plus loin que du coup les MFA, les comparateurs classiques, qui étaient vraiment des sites moches, des sites juste pour être sur Google. Et là, on va beaucoup plus chercher l'intention de recherche, on va beaucoup plus chercher la conversion. Et c'est toutes les choses qu'aujourd'hui, j'essaie de mettre en place aussi sur les sites e-commerce. Et c'est vraiment ça, en fait, que j'ai un peu apporté, je trouve, moi, dans le SEO, dans ma façon de faire du SEO. Et c'est ce que j'ai trouvé intéressant, de pas se former, on va dire, comme monsieur tout le monde, et de faire par ma propre expérience, quoi. Ouais, bah moi qui suis plus qu'Antoine dans le SEO, c'est vrai que c'est toi, je pense quand même, qui a vraiment apporté ça au niveau français, la partie mélange MFA et avec une structure différente. Ouais, bah voilà, et vraiment sans le vouloir de base. Vraiment, ma vision logique des choses, c'était ça. Du coup, j'ai fait ça. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, bon, il y avait ma formation qui est passée par là, donc il y a eu pas mal de personnes qui ont appliqué directement. Mais aujourd'hui, on a quand même de plus en plus de sites d'affiliation en mode structure e-commerce. Il y a un SaaS One Click Affi développé par FTO sur Twitter qui a vu le jour, où ils font exactement pareil, où ils font des sites d'affiliation e-commerce que tu génères en un clic. Donc c'est vraiment cette structure de site qu'on commence à voir de plus en plus, et donc je suis plutôt content d'avoir, entre guillemets, inventé, même si c'est pas moi qui ai inventé, mais d'avoir démocratisé cette façon de faire, quoi. Ah bah bien joué en tout cas, du coup, d'avoir été un petit peu loin de tous les formateurs connus. Ça t'a permis un peu de réinventer, on va pas dire peut-être pas le SEO non plus, mais de réinventer la manière de voir le SEO. Bah c'est ça, et je pense aussi que c'est ça qui a joué, entre guillemets, dans ma façon de voir les choses, dans ma façon d'arriver sur Twitter, un peu innocemment aussi, où j'avais pas la même vision que tout le monde, où je disais des trucs, j'étais très authentique. Plus après, tu rajoutes cette façon e-commerce, c'est ce qui m'a permis de bien marcher sur Twitter et de bien que les gens m'apprécient par rapport à tout ça, quoi. Oui, bien sûr. Et en plus, c'est tombé au bon moment avec l'arrivée de Google Bard, GSE et les nouvelles SERP de Google, avec pas mal de nouveaux bandeaux, avec des bandeaux qui sont faits par l'intelligence artificielle. Exactement. D'ailleurs, en parlant d'intelligence artificielle, parce que nous, on en parle aussi beaucoup sur notre podcast, toi, tu t'en sers au quotidien, du coup, dans ton métier ? Alors moi, je m'en sers tous les jours. Déjà, hein, le classique ChatGPT, je pense qu'aujourd'hui, il y a aucun entrepreneur qui peut ne pas l'utiliser dans son quotidien. Après, moi, j'aime beaucoup utiliser des tools un peu plus tout fait, on va dire. Par exemple, du coup, ça parlera sûrement plus à Mehdi, vu qu'il fait du SEO. Toi, tu fais pas de SEO, du coup, Antoine ? Non, du tout. D'accord, donc ça parlera beaucoup plus à Mehdi, du Textbulker, du Scribouillard, etc. En fait, j'essaie de trouver juste des trucs où j'appuie sur un bouton et ça me fait directement ma génération de texte. D'accord. On peut le faire avec ChatGPT, hein, je le fais aussi avec ChatGPT, mais je trouve que ça va quand même plus vite. J'aime bien aussi utiliser tout ce qui est, il y a des tools qu'on entend parler dans tous les sens sur Twitter, genre SendShort. C'est utile depuis que je lance mon projet Reichu, ça je l'utilise pas mal. Ouais, SendShort, pardon, je te coupe juste pour les personnes qui connaissent pas, c'est pour faire les sous-titres TikTok, hein, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Sous-titres pour TikTok, pour Instagram, tu peux aussi découper des vidéos en short. Donc c'est vachement utile. Et après, j'aime beaucoup utiliser tout ce qui est génération de vidéos par IA. Du coup, là, je suis en train de regarder un peu en ce moment ce que fait Agen, parce que moi, j'ai envie de me lancer sur YouTube prochainement. Okay, ouais. Et je pense le faire moi-même, mais je pense qu'à terme, d'ici quelques mois, d'ici 6-8 mois, on pourra complètement mettre sa tête et générer juste avec le texte. C'est quasiment sûr, parce que là, on peut déjà faire des trucs hyper intéressants. Ça va révolutionner pas mal de choses, parce que si tu peux sortir une vidéo par jour en 3 quarts d'heure par jour, c'est game changer. Ouais, c'est clair. Y a d'autres trucs, Runway par exemple, qui permet de bouger les images, donc ça je suis en train d'essayer un peu aussi, parce que tout le côté aussi, Instagram, c'est bien pour faire des réels. Ouais, on a eu l'occasion un petit peu de tester Runway. Voilà, c'est pas mal. Et après, j'aime bien aussi l'IA de Photoshop, que j'utilise très souvent. Ah oui, complètement. Après, globalement, ouais, l'IA est partout, donc en fait, je l'utilise vraiment tout le temps pour tout et n'importe quoi finalement. Ok. Et du coup, là, actuellement, ton projet global, c'est quoi ? Alors, mon projet global, actuellement, je suis sur du coup de l'e-commerce en façon de print on demand et du dropshipping en SEO. Donc j'ai ces deux gros projets. Donc mon projet de dropshipping en SEO qui consiste à faire pas mal de sites différents et les relier à un main site, un gros site. Donc ça, je l'ai expliqué il y a pas longtemps sur Twitter. J'en reparlerai bientôt un peu plus en détail. Et le projet e-commerce, c'est du print on demand. C'est en gros, je suis en train d'essayer de lancer une marque qui s'appelle Reichu,
D'accord. qui est une marque de RashGuard. En gros, les RashGuard, c'est des t-shirts de compression pour sportifs, pour ceux qui font de la MMA, du jiu-jitsu, etc. Et ça, c'est quand même quelque chose de très compliqué parce qu'il y a vraiment l'aspect réseaux sociaux que je connais pas trop à la base, qui est vachement présent. Faut faire beaucoup de marketing d'influence, etc. Donc ça, c'est un gros challenge que je me suis fixé pour cette année. Mais on verra ce que ça donne. En tout cas, j'essaye. J'aurai pas de regrets parce que j'ai appris beaucoup de choses là-dessus déjà. Et puis voilà. Et puis après, toujours entretenir Twitter pour poster régulièrement parce que c'est un peu obligatoire quand tu as une audience derrière. Et j'aimerais en 2024 vraiment me mettre à fond sur YouTube. Ok, ouais, sur YouTube pour peut-être partager ton expérience, quelque chose un petit peu plus comme du vlog ou plus vraiment technique. Ce serait un peu un mix de tout. Je pense faire du vlog, des tutos, juste des moments où je vais parler face caméra et parler d'un sujet dont j'ai envie de parler, sans trop me prendre la tête, parce que je pense vraiment qu'au départ, quand tu te lances sur YouTube, beaucoup de créateurs disent ça, c'est en fait, il faut juste poster des vidéos et voilà, tu postes et tu t'en fous un peu de ce que tu postes, mais tu fais de la récurrence, etc. Parce que les gens qui vont s'abonner à toi vont vraiment après t'apprécier, t'aimer et attendre tes nouvelles vidéos et ils vont être vachement engagés. Et je trouve que sur Twitter, les gens sont assez engagés, mais là, c'est le level largement au-dessus. Donc, c'est vraiment un truc qui m'intéresse sur le long terme. D'accord. Pour revenir un petit peu sur ton parcours quand tu as débuté, j'ai une question qui me vient. C'était quoi vraiment ton moteur? T'en avais marre c'est quelque chose que t'aimais pas, la compta, tu nous as dit, mais est-ce qu'il y avait quelque chose, la liberté, faire quelque chose que t'aimes ou vraiment quelque chose de plus puissant? Alors, moi, j'ai toujours rêvé de pouvoir être à mon compte. À la base, si je faisais la compta, c'était pour faire expert comptable. Donc, être à mon compte en tant qu'expert comptable, tu gagnes très bien ta vie, c'est toi le patron, etc. Mais il y avait un problème, c'est que je me disais, le gros problème de l'expert comptable, c'est que au centre de son métier, il y a la comptabilité. Et ça, tu peux pas l'enlever. Et que même si c'est super d'être dirigeant, d'être le patron, parce que t'as pas le rôle d'un comptable quand t'es expert comptable, le sujet principal tourne autour de la compta. Et ça me plaisait pas. Donc c'était vraiment la première chose, c'était vraiment de m'extraire de la compta parce que ça me plaisait pas. Mais d'un côté, c'était aussi de pouvoir être libre et de pouvoir moduler mon temps comme je l'entends. Et en fait, de pouvoir être sur des projets où je vais pouvoir passer peut-être des semaines. Je vais pas beaucoup bosser parce que j'ai pas envie. Mais globalement, c'est vraiment l'inverse qui se passe. C'est plutôt des semaines où je vais bosser énormément, mais sans me rendre compte que je bosse beaucoup parce qu'en fait, ça me passionne ce que je fais et que même les moments où je bosse pas, limite ça me manque, j'y pense et j'ai juste une envie, c'est de me remettre à travailler. Et voilà. Et c'est vraiment ça que je cherchais, d'être, on va dire, dans un quotidien où j'ai pas l'impression de bosser. Ouais, Et qui en me gros. permet aussi de voyager si j'ai envie de voyager. Là, j'ai pu aller à Bali 3 mois, aller au Japon. Là, je déménage en Norvège. Et ça, c'est des trucs que j'aurais jamais pu faire en faisant un travail de comptable, donc en tant que salarié, ou même en tant que dirigeant en tant qu'expert comptable avec un business physique. Ouais, en gros, lier la passion et la liberté voilà, c'était ça le résumé en gros, je pense. Ouais, exactement. D'accord. Et est-ce qu'il y a eu une expérience ou un échec vraiment important que tu aurais envie de nous partager ou peut-être qui t'a marqué quand tu as eu la transition ou quand tu as démarré dans l'entrepreneuriat? Un échec, à part des sites d'affiliation qui n'ont pas pris comme j'espérais, je pense pas, hein, parce que tu vois, après, j'ai eu du coup mes premiers sites qui ont bien fonctionné. Puis je me suis lancé sur Twitter, l'ascension a été rapide. J'ai fait de la vente de formation, ça s'est bien passé. J'ai fait de la transition après vers dropshipping, ça se passe plutôt bien pour l'instant. Euh, L'échec, ce serait même pas un échec parce que je suis en train de le faire. Je dirais peut-être que mon projet Raichu, je voyais ça plus simple et que c'est plus compliqué que ce que j'imaginais. Mais encore une fois, c'est très récent encore, donc je peux pas parler d'échec là-dessus. Je pense pas avoir encore vécu d'échec et d'avoir vraiment été confronté à un échec majeur. Oui, ou peut-être quand t'avais fait la transition pour être poker pro, peut-être que là, est-ce que ça t'a impacté ou... Je croyais que tu parlais de la transition entre comptable et maintenant. Ah ouais, non, je parlais plus dans quand tu t'es lancé, les deux un peu. Ou est-ce Je que dirais même pas, tu vois, parce que au final, quand j'ai eu le poker, il y a eu la mauvaise période qui est tombée, c'est-à-dire qu'il y a eu le Covid, il y a eu le confinement. Moi, j'avais des trucs personnels dans ma vie à ce moment-là qui allaient pas forcément. Donc, je me suis jamais donné les moyens de réussir. Donc, j'ai plus cramé l'argent pendant 1 an que de vraiment faire comme un professionnel le ferait, avec un emploi du temps, avec un planning, avec du travail, etc. C'est vraiment plus en mode je vais jouer. Je respectais pas ce qu'on appelle la bankroll, donc le capital de ton jeu, etc. Donc, j'ai pas de regret par rapport à ça. Le regret que j'ai eu, c'est sur le coup quand j'ai dû repartir en compta en me disant mais qu'est-ce que j'ai foutu.
mais je pouvais pas avoir de regrets non plus parce que je m'étais pas donné les moyens de mes objectifs. Donc, pas un échec parce que j'ai pas vraiment essayé finalement. C'était plus une leçon de vie un petit peu. Ça t'a donné une leçon et maintenant tu t'es dit moi je sais qu'on n'a pas rien, on a rien sans rien. Voilà, exactement, et qu'aujourd'hui c'est un truc qui me sert et que je sais que si tu bosses pas, il y a pas de formule magique quoi. T'es obligé de bosser. Tu peux avoir les meilleures formations, les meilleurs cours, les meilleurs tout ce que tu veux. Si t'appliques pas et que tu te fais pas violence toi-même pour appliquer tout ce qu'on t'apprend, ça peut pas marcher. Et justement, moi je me posais une question quand t'as dû retourner dans la compta la deuxième fois pour que t'arrives aujourd'hui dans la situation dans laquelle tu es. Il y a quelque chose tu t'es motivé, tu t'es créé une routine, ou tu t'es juste mis sur ton ordinateur et t'as fait quoi? En fait, du coup, quand je suis retourné en compta, je crois en novembre 2020, un truc comme ça. D'accord. J'ai fait un premier cabinet de compta, comme d'habitude, ça m'a pas plu. Donc, je faisais de l'audit. Pour ceux qui connaissent, audit et compta, c'est deux spécialités différentes. Okay. Je suis resté, je crois, jusqu'au mois de juillet. Et j'ai changé de cabinet. Et en fait, au mois de juillet, j'ai découvert le SEO. Et au mois de septembre, du coup, je crois après le mois d'août de vacances, je suis arrivé dans mon nouveau cabinet qui était en expertise comptable, du coup, expertise comptable pure. Et là, en fait, j'avais découvert le SEO depuis le mois de juillet. Je m'étais bouffé vraiment le livre d'Olivier Andrieux et j'avais commencé mon premier site. Et en fait, là, la motivation, elle était énorme. C'est-à-dire que j'avais qu'une envie, qu'une obsession dans la tête, c'était je dois faire mon site. Voilà, je sais pas où ça va m'amener, mais je dois faire mon site parce que pour la petite histoire, en fait, j'avais fait ce premier site en voyant une publicité passer sur YouTube qui était en gros un mec, Jordan Braco en l'occurrence, qui montrait un site de matelas qui avait été revendu 1,8 million d'euros en affiliation et qui faisait 60 000 euros par mois. Et là, quand j'ai vu ça, je me dis putain, on peut faire des énormes chiffres, c'est la solution. Donc, je vais bosser. Et en gros, ma seule ligne directrice, c'était il faut que j'avance mon site. C'est-à-dire que le matin, je commençais le travail à 8h30, j'étais réveillé à 6h et je bossais 2 heures avant de partir. J'avais la pause entre midi et 2, j'avais préparé un sandwich et je travaillais de 12h30 à 13h30. Dès que c'était fini ma journée à 17h30, je faisais jamais d'heures sup au travail, je partais cash, ou sinon je restais pour faire genre que je faisais des heures sup, mais pendant 1h30, je bossais encore mon site. Okay. Moi, ma copine est infirmière, et là, à l'époque, elle travaillait infirmière de nuit, donc la plupart du temps, elle était pas là le soir. Du coup, je bossais pareil, en rentrant de 20h à minuit, à 1h du mat. Je m'arrêtais jamais. Et un week-end sur deux, elle bossait pas, donc là, je passais mes week-ends entiers à travailler 20 heures dans le week-end. Donc en fait, c'était vraiment, j'étais ultra motivé à avancer mon site, à faire mon site en me disant, si je fais tout ça, ça va marcher. Ok, ouais, parce que c'est vrai que parfois on a même nous-mêmes fait un épisode sur le mindset, et c'est vrai que on entend souvent sur le mindset qu'il faut faire ci et faire ça avec des tâches très très spécifiques sur le calendrier. Alors qu'en fait, des fois, comme toi t'as pu raconter à l'instant, peut-être juste le fait d'avoir une motivation de aussi de changer de vie et de faire ce qu'il te plaît, et let's go quoi. Ouais, mais je suis d'accord avec ça, tu vois, mais en fait, plus le temps passe, plus je pense qu'une routine, en fait, c'est utile. En fait, ça dépend. Quand tu as la motivation de changer de vie parce que tu es dans un engrenage qui te plaît pas, ça va être facile, en fait, de te motiver. Ça va être facile de te lever le matin, travailler le soir, travailler le week-end parce que tu sais pourquoi tu le fais. Mais en fait, une fois que tu es maintenant, comme je suis aujourd'hui, à mon compte, à bosser, etc., c'est hyper important, je pense, de faire une routine parce que c'est plus dur aussi de se motiver parce que toutes les journées sont pareilles, même si tu fais des tâches qui te plaisent, si jamais c'est différent, etc. Mais une routine est quand même nécessaire parce que ce sera beaucoup moins facile de se mettre des coups de pied au cul, beaucoup moins facile de se dire aujourd'hui, pendant tout le week-end, je vais travailler 20 heures alors que tu as fait la semaine déjà où tu as bossé. Et la motivation, elle est moins naturelle en fait. Ouais. Donc je pense que c'est important de faire des routines une fois que tu es installé dans l'activité. Aujourd'hui, tu as une certaine discipline du coup sur ton quotidien ? Alors oui, mais pas aussi bien que ce que j'aimerais. Ça, c'est vraiment un truc sur lequel je travaille depuis quelques temps. Et c'est vraiment un truc que j'aimerais mettre en place et que je pense, réussir à mettre encore vraiment en place d'ici un mois quand je vais débarquer en Norvège. Parce qu'en fait, là, ça fait depuis le mois de juin ou juillet, je sais plus exactement, que je suis un peu à droite, à gauche. Je suis parti 3 mois à Bali, un mois au Japon. Okay. Là, je suis revenu dans le sud, mais on bouge un peu tout le temps d'endroit. Et là, à partir de février, je vais vraiment pouvoir me poser dans un endroit et ce sera beaucoup plus simple de mettre des routines en place. Mais ça me manque un peu de pas avoir de routine. Ça a pas dû t'aider de bouger sans arrêt pour avoir une nouvelle routine.
Et du coup, est-ce que ça t'a gêné peut-être pour l'équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie plus personnelle, du coup, avec ta copine, ou est-ce que t'essayes de trouver un certain équilibre, du coup, grâce à cette routine que tu vas mettre en place? Bah alors là, justement, en fait, la routine sera plus facile à mettre en place parce qu'alors, donc ma copine, du coup, elle est infirmière et là, on va partir en Norvège parce qu'elle a l'opportunité d'aller travailler en tant qu'infirmière en Norvège. Sauf qu'en fait, depuis mars, elle doit apprendre le norvégien. Donc là, elle travaille plus, en fait, du coup, et elle apprend le norvégien. Elle a 2 heures et demie de cours tous les jours. Mais je pense vraiment, en fait, que la routine sera plus simple à mettre en place une fois qu'elle va rebosser en Norvège parce que je saurai que 5 jours par semaine, de telle heure à telle heure, je suis seul, je suis dans ma routine et que je peux planifier beaucoup mieux. Là, c'est plus difficile parce que encore une fois, on a beaucoup bougé, puis on est toujours ensemble, donc c'est beaucoup moins facile de vraiment se focus, se dire, pendant une plage horaire de 10 heures, je suis seul, je peux faire un deep work pendant 4 heures le matin si j'ai envie, et voilà. Donc j'ai vraiment hâte d'arriver en Norvège pour pouvoir reprendre ça. Après, au niveau perso, pro, on a toujours réussi à bien gérer le truc, même si des fois, elle trouve que je bosse un peu trop. Mais après, il y a des contreparties. Ça veut dire que comme je bosse à mon compte, des fois, j'ai pas bossé du mercredi au dimanche, alors que j'aurais pas pu le faire forcément en étant salarié. Donc, c'est vraiment des contreparties et globalement, ça va, ça se passe plutôt très bien. Ok, ouais, il y a des avantages et des inconvénients, ouais, comme nos copines souvent trouvent qu'on bosse trop, et c'est vrai. Et voilà, ça sera peut-être plus simple du coup que tu puisses te caler sur son agenda, du coup, vu qu'elle va reprendre le travail quand elle sera en Norvège, du coup. Voilà, ce sera beaucoup plus simple à ce niveau-là, c'est sûr. C'est sûr. Quelle qualité tu penses qui serait vraiment essentielle du coup pour réussir dans le business? Pas forcément le SEO, mais globalement, pour toi en tout cas. Moi, je pense que pour réussir dans le business, je dirais qu'il y a 2 qualités. La première, je pense que c'est vraiment d'être acharné, de pas s'arrêter en fait, de toujours, toujours, toujours essayer. Il y a plein de moments où je me dis: «Putain, mais ça va pas marcher, ça va flopper» et cetera. En ce moment, je suis en train de me le dire, tu vois? Sur Reichu, je suis en train de me dire: «Le projet, il est quand même dur» et cetera. Et puis après, je réagis, je me dis: «Non, on va continuer, on va continuer, on va continuer». Et je pense que c'est vraiment de toujours vouloir rebondir, toujours vouloir s'accrocher et de toujours continuer dans l'effort, toujours bosser, 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 et à force, ça paye toujours. Et la deuxième qualité, je dirais que c'est d'être assez, comment dire, assez curieux pour pouvoir vouloir toujours se former, apprendre de nouvelles choses et pas se reposer sur ce qu'on sait déjà. C'est-à-dire que par exemple, à la base, moi, je savais faire des sites d'affiliation SEO, j'allais faire des MFA par exemple, comme on a dit tout à l'heure. J'aurais pu m'arrêter là et en faire plein, plein, plein. Mais j'ai vraiment eu la curiosité d'aller plus loin, d'aller apprendre à faire d'autres choses, etc. Par exemple, quand je sortis ma formation, j'avais jamais fait de page de vente, j'avais jamais fait de séquence mail, etc. Et tout ça, c'est des choses que j'ai appris et qui me servent toujours maintenant au quotidien. Quand je fais de l'e-commerce, j'ai appris à faire des séquences mail aussi. J'ai appris plein, plein de choses et j'apprends toujours et j'ai plein de formations en attente que je dois regarder. Et je pense que ça, c'est ultra important pour quelqu'un qui veut réussir sur le long terme. Sur le court terme, il pourra réussir différemment, mais il n'arrivera pas à survivre sur le long terme en se focalisant que sur un point précis et en n'étant pas assez acharné sur le long terme. Ouais, top, ouais, je pense que tu as bien résumé la chose. Et maintenant que t'es plus sur Twitter, que t'es beaucoup sur Twitter, est-ce que t'as peut-être des personnes un peu qui vont qui sont un petit peu pas des mentors, mais qui t'inspirent vraiment et soit qui t'inspirent vraiment ou qui t'ont vraiment aidé, que tu aurais envie de citer ou de parler peut-être, ou peut-être pas du tout après? Alors oui. Alors déjà, je pourrais pas ne pas citer David, hein, parce que David, ça a été le premier. Enfin, je lui ai parlé assez rapidement sur Twitter et ça a été le premier à relayer, David Blackhat du coup, à relayer ma formation, à la mettre en avant, à me faire des interviews sur YouTube, à dire que mes sites, ma façon de faire les sites était incroyable. Et ça m'a vraiment, vraiment aidé. Donc merci beaucoup à David pour ça. Je dirais aussi Asynchrone que j'ai rencontré à Bali, qui est super cool. Et en fait, ce qui est marrant avec Asynchrone, c'est que on s'était jamais parlé avant que je le rencontre à Bali, mais c'est un peu une des raisons entre guillemets pour laquelle je me suis lancé sur Twitter, parce que je connaissais pas du tout moi le monde de Twitter et j'étais tombé par hasard un jour sur Asynchrone avec son ancienne photo qui était un personnage ouais, en pixel, je crois, de mémoire. En pixel, ouais, c'est ça, et je voyais qu'il parlait de SEO, je voyais qu'il avait une formation, je me disais mais qu'est-ce qu'il fait en fait? Il vend des formations et ça m'a un peu motivé à aller voir et du coup je me suis lancé sur Twitter un peu après avoir vu ce que lui faisait, sans me dire je vais faire comme lui parce que j'ai pas fait la même chose que lui, mais c'est vraiment lui qui m'a inspiré pour me lancer. Ensuite, je pourrais dire aussi Romain Pirotte qui m'a beaucoup parlé au début, enfin qui
qui m'avait aidé, qui m'avait retweeté des trucs, chez qui je suis avec lui chez Learning Club aussi pour une petite formation de TikTok. Et franchement, un mec super cool. Puis après, je dirais, après il y a plein de gens en fait. Il y a vraiment, là c'est vraiment les 3 qui me viennent comme ça. Après, je parle à vraiment beaucoup de monde quand même. J'ai pas mal de contacts grâce à Twitter, donc même rien que pour le networking, pardon, je recommande vraiment Twitter. Ouais, je te rejoins et je passe le message à tous ceux qui nous écoutent. C'est vrai que mine de rien, Twitter, des fois, on se dit à certaines personnes qui sont quand même connues, mais on se dit, ouais, ils sont peut-être pas accessibles. Mais c'est vrai que moi, en tout cas, dans le référencement ou dans le game un petit peu de l'entrepreneuriat à Twitter, les gens répondent quand même assez facilement, mine de rien, je trouve. C'est ça, en fait, faut pas hésiter. Après, en fait, ça dépend, évidemment, ça dépend de la façon d'interagir, ça dépend de la façon de demander aux gens, ça dépend de ce que tu apportes toi aussi sur la plateforme. Mais si tu apportes quelque chose, que tu es intéressant et tout, bah, les gens seront jamais fermés à parler avec toi et tu gagneras beaucoup plus à interagir avec ces gens que de pas le faire. C'est super positif ce que tu nous dis. En plus, tu vois, on a fait un petit épisode, en tout cas pour ceux qui nous ont écoutés sur le podcast, on parlait d'un peu de la France, des pays où peut-être on pourrait aller vivre. Et du coup, on avait parlé des points positifs et des points négatifs de la France. Et c'est vrai que moi, j'avais remarqué que souvent, il y avait ce problème de partage en France qui était un peu compliqué, mais ça fait plaisir à entendre. Et tu mets le bon point, du coup, sur Twitter pour montrer qu'au final, les connexions peuvent se faire et peuvent se faire dans de bonnes conditions, en tout cas, positivement. Bah ouais, exactement. Et en fait, ce qui est bien avec Twitter, je trouve, c'est à ce niveau-là, c'est que vraiment, il y a le Twitter normal que les gens connaissent, qui est très mauvais finalement, et le Twitter business, qui est vraiment un microcosme, qui est hyper intéressant, et où les gens sont vraiment dans le partage. Après, t'en as des mecs vraiment pas cool, des gens à qui t'as pas envie de parler, etc. Mais je trouve que 90% des gens, c'est plus du positif qu'autre chose. Et vraiment, c'est quelque chose que je peux que recommander aux gens de se mettre dessus et d'interagir un minimum avec des gens. Il y aura toujours du positif, on apprendra toujours des trucs. Moi, j'ai pas mal d'avantages aujourd'hui grâce à ça, parce que j'ai accès, on va dire, à des personnes, à des logiciels, etc. Parce qu'après, j'ai développé une audience derrière. Mais même sans ça, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses intéressantes à faire sur Twitter. On voulait parler un petit peu des influences, on a parlé. Après, c'est vrai qu'on voulait aussi parler un petit peu de la partie un peu par loisir, passe-temps. Toi, t'as un peu, comme on pourrait dire, pour s'évader un petit peu du travail, de ton quotidien, on va dire, devant l'ordinateur. T'as un passe-temps, t'as quelque chose, tu fais du sport? Alors, en passe-temps, je dirais que je fais encore un peu de poker. J'en fais beaucoup moins qu'avant, mais je joue encore un peu. Ok, ouais. Ce qui est marrant en plus, c'est que à l'époque, quand j'ai voulu être joueur pro, j'ai rencontré ma copine actuelle, ma copine du coup, à cette époque-là, et elle connaissait pas du tout le poker. Aujourd'hui, elle adore ça, donc maintenant on se fait même des sessions ensemble, donc c'est assez marrant. Et après, par contre, c'est vrai que niveau sport, je faisais pas mal de sport avant, pas mal de tennis, un peu de foot avec des potes, etc. Et que là, c'est vrai que depuis, on va dire, 6-8 mois, depuis en fait que j'ai commencé un peu à bouger à droite à gauche, le sport il est passé là au 10e plan. Et c'est vraiment un truc que j'aimerais me remettre à faire sérieusement. Mais c'est vrai qu'en bougeant tout le temps, c'est pas facile. Puis après, t'es pris dans le quotidien et puis en voyageant en plus, tu fais d'autres choses. Donc c'est vrai que j'ai pas fait tant de choses que ça niveau passe-temps depuis sur 2023, on va dire. Ok. Je recommande le sport parce que moi j'étais un peu comme toi, j'en faisais plus. Et après j'ai commencé un petit peu à avoir des douleurs au dos, au bras par exemple, parce qu'on est tout le temps sur l'ordinateur et ça m'a, mine de rien, je me suis remis à la course et depuis que je cours, ça permet de décompresser et mes douleurs sont directement parties. Donc je recommande à toi et à tout le monde qui nous écoute d'en faire quand même parce que je pense que c'est quand même bon même pour la santé. Ah non mais c'est clair. Moi j'attends qu'une chose en fait, c'est d'avoir un endroit stable où je vais pouvoir déjà me réinscrire un peu à la salle de sport. Ce serait la première chose que j'aimerais faire. Puis après, si je pouvais refaire du tennis, ce serait bien. Mais après, c'est pareil. En Norvège, on va bouger tous les 6 mois. Donc, c'est compliqué aussi d'aller dans un club, quoi. Ouais, bien sûr. Et tout à l'heure, tu nous as parlé de poker et tu nous as pas parlé de lecture. Alors, de base, je lis pas du tout. Mais j'ai pas mal lu quand je suis parti à Bali. J'ai acheté des livres pour la première fois. Des livres un peu business, tous les trucs qu'on m'avait conseillé, influence et manipulation, l'autoroute du millionnaire, comment se faire des amis. J'ai lu, on va dire, la moitié. J'ai lu aussi la biographie le livre qu'il a rédigé, le fondateur de Nike. Je sais plus comment il s'appelle. Ah oui, ouais. Phil Knight, ouais. Voilà, super livre.
Et voilà, après, j'ai pas énormément lu, parce qu'après, le problème que j'ai aussi, c'est que je passe beaucoup de temps à regarder des formations, notamment des formations Udemy. Ceux qui écouteront, allez-y, parce que c'est vraiment pas cher, il y a vraiment des pépites dessus. Ouais, je confirme. Et je trouve pas forcément le temps pour lire, mais j'aimerais bien lire un peu plus. Et d'ailleurs, j'ai vu passer une astuce sur Twitter hier qui serait de mettre un livre dans les toilettes à la place d'être sur le téléphone. Et Ouais. ça, je pense que c'est un truc que je vais mettre en place très vite. Ouais, il y a cette astuce où moi je lis pas mal, et ce que j'ai mis en place comme routine, je lis 10 pages de 1 ou 2 livres ou 3, ou en fonction du temps que t'as. Ça prend pas beaucoup de temps, et à la fin, si tu gardes bien ta routine, tu lis pas mal de livres comme ça. Et 10 pages, Ouais, ça c'est va sûr. assez vite. Moi, en général, je mets 10 minutes pour lire les 10 pages, donc c'est plutôt cool juste de le faire chaque jour, et ça te permet d'avoir un meilleur vocabulaire en plus, je trouve. Ouais, non, c'est vrai que c'est important. C'est important, et puis surtout dans les livres comme ça, tu apprends beaucoup de choses en plus. Donc, c'est Oui, cool. complètement. Je crois qu'on en avait parlé aussi dans un épisode, mais ce qui est marrant, c'est qu'au final, on pourrait passer des journées à lire, et au final, jamais passer à l'action. Ouais, voilà, ça c'est le piège aussi. Parce que ce soit des livres ou que ce soit des formations, il y a pas mal de gens aussi qui passent leur temps à apprendre en surface, plutôt à consommer, et qui feront jamais rien parce qu'ils auront tout vu, tout entendu, mais il manque le déclic pour passer à l'action, ce qui est finalement le plus important, quoi. Ouais, c'est ça. Franchement, c'était mon problème, moi, il y a quelques années. J'adorais lire ce genre de livre. En fait, je pense que c'était devenu une passion plus qu'autre chose. Mais l'action, ouais, c'était 10 ou 20%, quoi. Ouais, voilà. Et en fait, ce qui est bien, je pense, c'est de faire des choses et après de lire ou regarder des formations pour implémenter des trucs en plus dans ce que tu fais déjà. C'est plus comme ça, en fait, qu'il faudrait. Complètement. Est-ce que tu as un livre, peut-être sur ta table de chevet à recommander pour terminer? Je dirais vraiment Phil Knight. Yes, ouais, c'est ça. Voilà, je dirais celui-là parce que vraiment, je trouve qu'il est hyper intéressant. Et je pense que c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai eu envie de lancer la marque Reichu, là, Ok. et que je vais faire en sorte que ça marche. Bah, ouais, en tout cas, on est de tout cœur avec toi. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir reçu, c'était super cool. Bon courage à vous pour la suite des podcasts. Ouais, avec Et, plaisir. et c'est vraiment top. Merci. Super, merci. Et voilà, c'est déjà la fin de notre épisode. J'espère que l'épisode t'a plu et que ça t'a donné envie d'en savoir plus. N'oublie pas de partager ce podcast si tu l'as aimé, et abonne-toi pour ne rien rater des prochains épisodes. Rendez-vous lundi prochain dans le podcast Sans filtre.